journée d'aujourd'hui, c'est une démarche interactive qui prend appui sur des témoignages d'expériences diverses pour construire, je l'ai déjà beaucoup dit, une parole, pour construire une posture qui serve à relier les acteurs, les espaces, les enjeux au service des solidarités. Alors oui, il nous faut relier les acteurs au sein de nos associations. C'est l'articulation et le lien entre les instances de gouvernance et de direction pour réarticuler militance et gestion. Au-delà de relier les acteurs, il nous faut relier les espaces. C'est l'enjeu du territoire et la capacité de conjuguer l'action et les dynamiques de proximité dans l'action globale. L'enjeu de se relier, ce qu'on pourrait appeler la reliance entre nous, c'est renforcer la dynamique territoriale, c'est penser le territoire comme un espace privilégié d'action, un espace privilégié d'observation sociale qui donne corps et crédit à l'interpellation par une capacité à témoigner des réalités. Il n'est d'éthique que dans la réalité. C'est aussi une manière de sortir du discours pour être dans une parole qui s'ancre sur la réalité. Réaffirmer l'identité associative, c'est développer et rendre vivant le secteur associatif et l'exercice de l'action à caractère non lucratif. J'espère que cette journée y contribuera largement et je compte largement sur vous et vous en remercie. Dans cette matinée, un premier temps, Annette a fait l'ouverture, un deuxième temps avec moi, un troisième temps sur la parole des adhérents. On a contacté des adhérents, il y a un petit film, et on veut ouvrir un débat permanent, si j'ose dire. Et les questions que vous vivez au quotidien, on a préparé par secteur d'activité un état des lieux des difficultés des adhérents, des préoccupations, de ce que ça a posé en termes d'impact pour les populations, c'est une double sens éthique, comment on fait. Et puis une dernière partie, plus technique mais quand même déterminante, sur l'évolution des territoires. Moi je suis directeur de 3 EHPAD pour l'association Accès sur le Cambrésis et la difficulté que nous avons maintenant de plus en plus, c'est d'être confrontés à une dépendance de plus en plus forte des résidents qui arrivent chez nous, que nous accueillons, c'est-à-dire que une chose très simple, nous constatons, c'est ce sur quoi on avait échangé, que nos durées de séjour sont de plus en plus courtes. Maintenant, on a facilement des résidents qui sont là accueillis pour 1 an et demi, alors qu'on avait avant des durées beaucoup plus importantes, de 4, 5 ans, voire même plus. Donc, première donnée, confrontée à une situation, on va dire, conjoncturelle, qui est diminution de nos dotations de fonctionnement, de nos budgets de fonctionnement, qui impacte directement une réorganisation pour nous et donc une diminution de nos moyens humains. Et donc voilà, moi en tant que directeur de structure, je commence à avoir un problème, avoir un delta qui se creuse entre une forte dépendance et donc une augmentation du temps d'accompagnement nécessaire et des moyens humains nécessaires, et en même temps une diminution des moyens qui me sont attribués. D'où une réorganisation permanente et très régulière de nos fonctionnements, première chose. Et deuxième chose aussi qu'on peut soulever au débat, c'était le problème de l'aide sociale et du débat ou de la réflexion éthique aussi qu'on peut avoir sur les résidents bénéficiaires ou non de l'aide sociale, c'est-à-dire que sur le Cambrésis, et nous de manière moyenne au sein de nos établissements, nous avons 30 à 35% de résidents qui sont déjà bénéficiaires de l'aide sociale. C'est une vraie question, c'est-à-dire qu'avec l'évolution des politiques qui sont envisagées, quelle décision, quel accompagnement, quel mode d'accompagnement allons-nous pouvoir proposer à ces personnes, et avec une difficulté aussi plus éthique qui est, au bout d'un moment, moi j'ai cette question quelquefois en tant que directeur, est-ce que j'accueille ou j'accueille pas la personne d'un côté humain, j'accueille, il n'y a aucun souci, c'est pleinement notre rôle et notre mission, et en même temps, d'un aspect plus gestionnaire, on peut avoir peut-être une inquiétude, une interrogation sur le paiement, les difficultés de paiement, à terme, les manques de trésorerie, et toutes les difficultés qui peuvent vraiment incommoder un gestionnaire. Concernant les familles, nous sommes interpellés régulièrement par des mamans. Une maman qui m'a téléphoné aussi, donc un jeune enfant de 13 ans qui est scolarisé au collège. Donc là, on est sur le versant inclusion scolaire, inclusion sociale.
Donc cet enfant a bénéficié d'un contrat d'AVS pendant 2 ans. Donc au bout d'1 an, le contrat n'est pas renouvelé parce qu'il n'y a pas de moyens dans le collège. Voilà, donc tout le travail qui a été mené pendant un certain temps, et bénéfique bien entendu, qui a été mené pendant un certain temps avec cet accompagnement scolaire a été perdu. 2014, notre souhait était de négocier un CEPOM avec nos financeurs ensemble, donc l'ARS qui est notre premier financeur, mais aussi la direction départementale de la cohésion sociale et le département. Alors ce CEPOM, il y a eu 2 étapes. On a travaillé pendant 2 ans sur des diagnostics territoriaux et on avançait plus ou moins bien, mais sur le département, on avait un blocage. Un département a quitté le CEPOM ARS des DCS que nous avons déjà signé et nous allons signer très prochainement le CEPOM avec le département. Et les fondateurs ont affirmé des valeurs que j'imagine vous connaissez tous. Respect de la personne dans sa dignité et sa singularité, le travail comme un facteur d'identité, réciprocité dans l'échange avec les usagers, enracinement territorial, reconnaissance de l'autre et de sa différence, engagement, militance, non-stigmatisation, garantie du professionnalisme de l'intervention, préservation de l'appartenance, travail autour de la filiation, convivialité et lien social, équité de traitement. Je me retrouve totalement dans ces valeurs. L'idée, c'est bien dans un tel schéma de définir les grandes orientations d'aménagement, de développement du territoire. Alors, ce qui est de particulier, c'est tous les bulles à gauche du schéma en bleu. C'est que maintenant, ce schéma va intégrer toute une série de schémas qui existaient par ailleurs. Alors, je ne les passe pas tous en revue, mais sur le climat, etc., etc. C'est-à-dire que ça va être un schéma qui va vraiment rassembler les grandes orientations au niveau d'un conseil régional pour le territoire de la région. Et deuxième élément important, c'est pour les territoires de la région. La dimension territoriale sera beaucoup plus importante. Elle n'était pas, bien sûr, inexistante dans les schémas précédents, mais elle sera beaucoup plus forte. Et notamment, il y a cet énoncé qui dit qu'il faut viser l'égalité des territoires. Il y avait 2 objectifs essentiels à ces groupements hospitaliers de territoire. Tout d'abord, le premier objectif, c'était d'améliorer le service rendu aux usagers. Essentiellement à travers le cœur de ces groupements hospitaliers de territoire, le cœur de ces groupements hospitaliers de territoire étant le projet médical partagé. Et fort logiquement, le projet médical partagé aurait dû construire le périmètre du territoire. Ce n'est pas toujours le cas, effectivement, parce qu'il faut faire avec les hommes, ils seront très simples. Donc l'idée au départ, rendre service aux usagers au travers du parcours de santé, puis bien sûr, deuxième orientation clairement affichée au jour d'aujourd'hui, maîtriser les dépenses de santé, en se disant que si on pouvait mutualiser des fonctions achats, mutualiser des fonctions DIN, des fonctions système d'information, voire des directeurs, des directions, on pouvait effectivement un peu plus maîtriser les économies de santé. La structuration des GHT redéfinit des filières de soins, effectivement, mais redéfinit l'ordre de l'offre. Je prends l'exemple de la métropole. On a maintenant le GHT avec, effectivement, comme disait Michel Thunrel, les 12 établissements. On a le groupe privé lucratif Ramsay, qui est le 2e offreur de soins sur la métropole. Et le 3e offreur de soins, c'est le groupement hospitalier des établissements de l'Université catholique de Lille. Alors qu'avant, le GHICL, donc les établissements GHICL, était le 2e offreur. Donc on voit bien que petit à petit, les redéfinitions de groupements hospitaliers classent différemment l'ordre d'apparition et de quantité d'offres de soins. Il y a un GHT psychiatrie qui regroupe les 4 PSN du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire Saint-Venant, Armentières, Bailleul et Saint-André. En Picardie, 2 établissements ont obtenu des dérogations, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors du GHT, on va dire. Et un autre établissement a été intégré dans le GHT de la Somme, en lien avec le CHU danois, qui est le CH Pinel. Aujourd'hui, sur les Hauts-de-France, on a très clairement 3 situations, mais je vous demanderai un peu de patience parce qu'il faudra attendre la fin.
fin décembre pour qu'on les publie, pour qu'on sorte nos résultats, il y a 3 situations. Il y a des territoires qui sont gagnants. Et ceux-là, on les connaît. C'est plus on va être dans une agglomération importante, plus on est gagnant. Il y a des territoires qui sont en voie de perte, en phase de perte de vitesse, et ceux-là, ils peuvent être aidés avec de l'organisation, peut-être bénéficier de l'arrivée des GHT, peut-être encore un peu de maison disciplinaire, mais ça ne sera pas suffisant. Et puis il va falloir avoir l'honnêteté de dire qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont perdus. Et l'importance maintenant dans ce suivi des territoires, c'est bien d'avoir un suivi, de comprendre quelles sont leurs évolutions. Travailler sur des états, ça ne sert pas à grand-chose. L'état de santé, par contre, ce qui devient de plus en plus important du point de vue du territoire, c'est de suivre leurs tendances et leurs évolutions. Vers où ça va? Est-ce que l'on est sur de la concentration d'offres, de la désertification, de la perte d'offres? Est-ce qu'on est sur de l'amélioration de l'état de santé ou de la dégradation? Et la recommandation que je peux faire à tout le monde, c'est de penser tout de suite, quand j'ai territoire, de regarder les évolutions qui sont en cours. De toute façon, c'est que comme ça qu'on arrivera à faire changer, en travaillant sur leur dynamisme. Allons-nous vers un nouveau welfare mix? Le pluralisme des acteurs de l'action sociale est-il nécessaire, souhaitable? Faut-il convertir les associations en entreprises sociales, bien sûr? Dans le nouveau welfare mix, le modèle associatif est-il obsolète? Les associations doivent-elles se positionner dans une logique d'investissement social? Et enfin, dernière question, notre avenir est-il celui d'une société de marché? Donc là, on est vraiment dans l'optique chercher un modèle tarifaire et avec quels outils. Donc, et cette allocation de ressources, elle doit être bien sûr équitable. Elle doit avoir des processus simplifiés. Là, c'est le grand fantasme, je dirais, de la simplification, qui souvent se traduit par des process encore plus compliqués qu'avant, mais au moins ça doit simplifier pour quelqu'un. Et permettre des parcours de vie sans rupture pour les personnes, ça c'est vraiment un enjeu clé de le parcours de vie. Donc, la loi travail, l'un de ses objectifs, c'est ça, c'est donner plus de place à la négociation collective pour renforcer la compétitivité de l'économie et développer l'emploi. Donc en gros, l'idée c'est de faire en sorte que ce soit plus perçu comme une contrainte, notamment pour les employeurs, et que ce soit perçu comme quelque chose de plus intéressant aussi pour les organisations syndicales de salariés et pour les salariés. Deuxième objectif, revisiter l'architecture du code du travail pour que ce soit plus simple. Donc, préparer une lettre en tant que réorg au président du conseil départemental du Nord en disant que les réorganisations des structurations ne se font pas comme ça, il y a des lois à respecter, il y a un cadre légal, il y a du reclassement à opérer et en même temps on a des procédures. Et même des traités de fusion, on avait parlé l'an dernier sur les fusions des associations, voilà, on a détaillé. C'est à relier aussi avec la non-opposabilité des conventions collectives, que tout ça est logique. Le pari, c'est de visiter la loi pour essayer de comprendre les impacts de vos pratiques et sur vos systèmes d'information. Alors, dans la loi, il est écrit un certain nombre de choses. La première, c'est le patient reçoit au moment de sa sortie un document l'informant dans des conditions définies par décret, donc c'est à dire, des coûts des prestations reçues. C'est-à-dire que demain, vos systèmes d'information doivent intégrer ces aspects-là. À la sortie du patient, et là on commence à rentrer dans la coordination, dans la coopération, à la sortie d'un patient, une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la coordination des soins doit être communiquée, mais aussi doivent être déposés dans le DMP, dossier médical partagé, et envoyés à la messagerie sécurisée. Tout ça doit être dans un environnement qui est protégé par des règles de sécurité qui respectent les contraintes de notre système de santé et qui respectent quelque part le secret médical pour le patient. Cette journée a été très contributive pour notre temps de le rebond. Au-delà des frontières administratives qui nous encombrent, il y a des frontières de la pensée qu'il faut absolument poser. Voilà. Et je pense que c'est avec ça que nous allons aller au débat. Alors merci de nous avoir rendu cette énergie pour aller au débat la tête haute. Voilà. Et ce sera bien entendu tous les éléments sur lesquels nous allons travailler pour construire le rebond avec du concret, avec de l'exemple pour apporter ça aux politiques et aux responsables administratifs. Donc merci de toutes ces contributions. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas une conclusion.
c'est juste une ouverture pour le temps de